Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, un film que personne ne voulait produire, un projet trop ambitieux, trop étrange, bien trop en avance sur son temps. Pourtant, ce film va devenir l'une des sagas les plus marquantes de ces 2 derniers siècles. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo et aujourd'hui on s'attaque non pas à une personnalité, non pas à un projet, mais à quelque chose de bien plus grand. On s'attaque à un univers tout entier, un univers qui a littéralement façonné le monde du cinéma. Cet univers, c'est Star Wars. Alors pourquoi Star Wars? Tout d'abord parce que c'est la saga qui m'a fait découvrir le cinéma, mais aussi parce que c'est pas juste une histoire de sabre laser et de planètes lointaines. Star Wars, c'est la plus grande leçon de marketing de l'histoire du cinéma. On parle d'une saga née en 77 avec un budget minuscule, porté par un réalisateur que personne n'attendait et qui aujourd'hui pèse plusieurs milliards de dollars. George Lucas a créé un monstre du divertissement qui a réinventé notre manière de consommer la fiction. Et ce qu'on va analyser aujourd'hui, c'est comment cette galaxie lointaine a redéfini les règles du marketing moderne. Pour commencer, on retourne dans les années 70. À cette époque, le cinéma, c'est le parrain, Apocalypse Now, Les Dents de la Mer, en gros des films plutôt réalistes, sombres, mais surtout ancrés dans le monde réel. Et au milieu de tout ça, un jeune réalisateur débarque avec un scénario fou, des robots qui parlent, un empire galactique et des planètes imaginaires. Aujourd'hui, c'est une vraie référence dans le monde du cinéma, mais à l'époque, personne n'y croyait. George Lucas, c'est lui. Étudiant en cinéma, il tombe amoureux de la science-fiction et développe très vite une obsession, créer des mondes imaginaires et des histoires visuellement innovantes. Entre 60 et 70, il va créer plusieurs petits projets qui sont tous un peu inspirés de la mythologie, mais surtout qui vont lui permettre d'apprendre différentes compétences. Il va apprendre le montage, le son et la couleur, des compétences qui sont très difficiles à maîtriser à l'époque. Puis en 71, il cofonde American Zoetrope avec Francis Ford Coppola, puis réalise son premier long métrage professionnel, THX 1138. Bon, ce film, j'imagine que tu le connais pas, et moi non plus, je le connaissais pas avant cette vidéo, mais en gros, commercialement, c'est un flop, mais par contre, techniquement, c'est génial. La critique le salue d'ailleurs pour ça. Et dès ce premier film, ce qui est fou avec George Lucas, c'est qu'il pense pas film. Il pense univers avant tout. Alors que tout le monde cherche à créer le prochain grand drame américain, lui imagine des planètes, des peuples, des religions, des technologies et des cultures entières. Il veut tout mélanger, science-fiction, mythologie, sériel de son enfance, western, bref, tout ce qui se mélange pas du tout à l'époque. Mais le pire dans tout ça, c'est que dans sa tête, ça fonctionne. Son objectif, il est clair, c'est de pousser le cinéma là où personne n'a jamais été. Quand il commence à pitcher Star Wars, les studios se moquent de lui parce que c'est trop risqué. Trop cher et surtout trop bizarre. Un space opéra avec des robots qui parlent et un méchant en armure noire, c'est du suicide commercial selon eux. Mais Lucas, lui, il en a rien à faire. Il continue d'écrire, de dessiner et surtout d'imaginer tout son univers. Ici, il continue d'imaginer que son film va exister, validation ou non. Et d'ailleurs, c'est cette obsession à la base irrationnelle qui garde Star Wars en vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'Hollywood détestait George Lucas. Il construit le monde qu'il rêve de voir au cinéma et c'est ça qui fait toute la différence. Mais maintenant vient un autre problème et pas des moindres. Star Wars ne peut pas exister avec la technologie de l'époque. Aucune caméra, aucun effet spéciaux et surtout aucun studio ne pouvait reproduire ce que George Lucas avait en tête. Alors il décide quelque chose, c'est de simplement tout inventer. Il crée une entreprise juste pour fabriquer les outils qui manquent. Pour les batailles spatiales, il invente le motion control. Pour les vaisseaux, les explosions et les créatures, tout est fait artisanalement avec des techniques jamais vues. Et pareil pour les sabres laser, les blasters et les droïdes, il révolutionne le sound design avec Ben Burtt. Tout ça, ça crée un univers sonore immédiatement reconnaissable au cinéma. Avec toutes ses caractéristiques, le son, la couleur, les images et surtout ses répliques cultes, Star Wars est bien plus qu'un simple film. Tout ça parce que même si t'as pas vu Star Wars, tu sais que c'est Star Wars. Lucas n'a pas créé un récit, il a créé un monde entier. Et puis c'est parti. Le 25 mai 77, Star Wars sort dans seulement 32 cinémas aux États-Unis. Pour un film qui réinvente les effets spéciaux, on est d'accord que c'est complètement ridicule et c'est limite un manque de respect. Mais en quelques jours, c'est le chaos total. Les salles explosent, les files d'attente sont énormes et tout ça car le bouche à oreille devient incontrôlable. Le budget est de 11 millions de dollars et le film génère 307 millions. Hollywood n'a jamais vu ça et Star Wars devient le premier blockbuster moderne. Pour couronner le tout,
coup, 6 Oscars dont le meilleur montage et le meilleur son, et c'est mérité parce que ça, c'est les domaines où Lucas a le plus innové. En une seule sortie, Star Wars révolutionne le cinéma et ça, personne ne l'avait vu venir. Mais George Lucas, lui, il voit beaucoup plus loin. Avant même la sortie du film, il négocie ses droits de merchandising et c'est révolutionnaire. À l'époque, c'est secondaire et Lucas comprend l'essentiel. Star Wars n'est pas juste un film, c'est un univers et un univers peut se décliner sous 1000 formes. Quand le film sort, ça c'est du génie. Figurines, vaisseaux miniatures, posters, jeux, tout se vend sans aucun effort et rapidement. Le merchandising devient plus lucratif que le film lui-même. Lucas ici invente sans même le savoir le modèle économique qui va être la base pour Hollywood aujourd'hui. Star Wars vit maintenant dans les chambres d'enfants et dans la culture populaire, avant même que le public ne mette le pied dans les salles de cinéma. Et tandis que beaucoup voient un simple film, Lucas, lui, voit un vrai empire à construire. Avec Star Wars, il donne une vraie leçon de vision et d'anticipation. Tout ça parce qu'en une décennie, Star Wars devient bien plus qu'une série de films. C'est un empire culturel avec ses codes, ses phrases cultes et ses fans dévoués. Non, je suis ton père. Et un empire commercial avec des jouets, des comics, des vêtements et des jeux. Si t'as pas compris, Lucas ne vend pas une simple histoire. Il vend un univers complet dans lequel les gens peuvent entrer, explorer et s'approprier chaque détail. Chaque nouveau film n'est plus simplement attendu comme une sortie cinéma, mais comme un événement mondial. Et donc ici, le génie de Lucas ne s'arrête pas à simplement avoir créé Star Wars. Il a compris qu'un blockbuster peut être une plateforme, un langage et un monde entier. Et c'est cette vision qui continue d'inspirer Hollywood aujourd'hui. Alors, je l'ai déjà évoqué un peu, mais en chiffres et en stratégie, Star Wars, ça donne quoi? Déjà, Star Wars devient le vrai premier cinéma à 360 degrés. Ce que je veux dire par là, c'est que l'univers ne se limite plus à l'écran. Quand tu vois Dark Vador, t'achètes la figurine. Quand tu lis un comic sur Yoda, tu découvres une histoire parallèle. Quand tu joues à Jedi Fallen Order, t'explores l'univers. En gros, chaque produit et chaque support est une porte d'entrée supplémentaire vers la galaxie. Et maintenant, je vais te partager des chiffres qui changent vraiment tout si tu minimises l'impact justement du merchandising de Star Wars. En 2012, Star Wars avait généré 20 milliards de dollars en produits dérivés et 4,5 milliards de dollars en revenus cinéma. Les jouets ont rapporté 4,5 fois plus que tous les films réunis. Alors oui, c'est énorme, mais pour en arriver là, ça n'a pas toujours été simple. Si je reviens en 77 à la sortie du premier film, Kenner est chargé de produire les jouets. Le problème, c'est que tout ça, ça se vend bien plus vite que Kenner peut les produire. Et si les jouets surpassent le cinéma, c'est parce qu'un film, tu vas le voir une fois, alors que le jouet, tu le gardes à l'infini. Le jouet, tu peux le démonter, le remonter et l'offrir à tes enfants si tu veux. Et alors que le merchandising n'a aucune limite, le cinéma en a malheureusement une. Tu peux retrouver Luke avec le sabre, Luke sans le sabre, Luke en Jedi, chaque variante se vend. Et ce que George Lucas invente, c'est un modèle économique que tous les studios vont copier. Marvel, DC, Transformers, Avatar et même Fast and Furious, tous suivent le même schéma, un univers fort, des films comme point d'entrée, des produits dérivés comme piliers économiques. Maintenant, on va parler de collaboration. Et quand on parle de collaboration pour les produits dérivés chez Star Wars, tu penses forcément à quelque chose, Lego Star Wars. Star Wars devient une franchise tellement massive que les plus grandes marques au monde veulent collaborer. Donc en 99, Lego et Lucasfilm fusionnent deux univers cultes. C'est pas simplement des figurines Lego avec un logo Star Wars. Non, non, en réalité, c'est bien plus que ça. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que Lego et Star Wars ciblent l'ensemble des tranches d'âge. D'un côté, on a Lego qui cible les familles et les enfants, et de l'autre, on a Star Wars qui cible aussi les enfants, mais surtout les personnes nostalgiques des films. Donc en gros, la collaboration plaît à tout le monde. Un enfant de 8 ans construit un X-Wing Lego et son père, qui a vu Un Nouvel Espoir en 77, se replonge dans Star Wars. Lego gagne l'aura de Star Wars et l'accès au public adulte, et à l'inverse, Star Wars gagne une nouvelle dimension et l'accès aux fans Lego. Les deux se renforcent mutuellement, et la preuve, puisque certains sets sont même aujourd'hui indisponible. Et grâce à tout ça, un enfant découvre Star Wars grâce aux jouets à 8 ans, à 12 ans il regarde les films, à 18 il joue aux jeux vidéo, et à 40 il regarde les séries avec ses enfants. Dans tous les cas, c'est une expérience qui dure à vie et vient de la communauté. Dès les années 80, les fans se regroupent, fan club, conventions régionales, forums, internet. Ces espaces ne sont pas créés par Lucasfilm, ils sont créés par les fans. Et pourquoi l'entreprise continue de soutenir tous ces mouvements? Eh bien simplement parce que ça continue de faire vivre l'univers en dehors des films. Star Wars devient rapidement un phénomène mondial, des conventions sont organisées dans tous les coins du monde, en Asie, en Amérique, en Europe, partout. Chaque film est un événement et continue de faire grandir l'univers. Après avoir vu l'histoire de Star Wars et les stratégies mises en place, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui son image est un peu détériorée? En 2012, Disney rachète Lucasfilm pour 4 milliards de dollars et voilà le problème. C'est le moment où Star Wars change de main.
Et avec ça, malheureusement, tout change. George Lucas avait créé un univers organique, plutôt imparfait, mais en tout cas qui fait rêver. Et Disney, elle, voit Star Wars comme une machine à sous qu'il faut forcément rentabiliser. Fini l'improvisation créative, les décisions basées sur l'intuition d'un seul homme, et place à une stratégie globale, ultra structurée, pensée sur 10 ans. Disney lance des plans narratifs sur une décennie, des séries interconnectées, des campagnes marketing mondiales coordonnées, et un univers entièrement connecté. En gros, Disney applique la stratégie qu'elle a appliquée pour le MCU sur Star Wars, et au début, ça fonctionne plutôt bien. Malgré une postologie plutôt catastrophique, selon moi, et après les avis sont globalement assez similaires. The Mandalorian est la première série à sortir sur Disney+, et c'est plutôt révolutionnaire. On y voit Baby Yoda, un personnage adorable, mignon, mais surtout vendable à l'infini. Ces jouets se vendent pour 1,1 milliard de dollars la première année, et le pire dans tout ça, c'est que Disney crée un problème volontaire. Comme en 77, elle manque de stock, et ça c'est une stratégie qui va créer la frustration et surtout le désir. Les parents cherchent partout, ils ne trouvent pas, la frustration monte et le désir explose. Quand les jouets reviennent en stock, tout se vend en une seconde, et ça c'est du marketing pur. Côté contenu, on a eu le droit à des choses terrifiantes pour l'univers, comme The Book of Boba Fett, ou encore The Acolyte, ou peut-être Obi-Wan, même s'il y a beaucoup de fanservice que moi j'ai adoré. On a aussi du bon. On a pu voir la fin de la série d'animation The Clone Wars qui est majestueuse, Rogue One qui est un des meilleurs films de la franchise, et récemment les 2 saisons d'Andor qui est la série Star Wars la plus réussie jusqu'à ce jour. Mais malgré ça, on perd petit à petit l'âme de l'univers. Avant Disney, Star Wars fonctionnait par le mystère. Les fans spéculaient, les rumeurs circulaient, le mystère devenait le message, et la communauté générait elle-même de la publicité gratuite. Mais maintenant, Disney a complètement changé d'approche. Elle décide de tout contrôler, zéro fuite et zéro spoiler. Les teasers sont transformés en événements mondiaux et l'attente est utilisée comme levier marketing, et c'est brillant. Mais le problème, c'est qu'après plusieurs années, ça devient vraiment étouffant. Les fans n'ont plus le droit de spéculer librement parce que chaque théorie est contredite ou validée par Disney. Ensuite, en 2015, Disney crée le Force Friday. L'idée, c'est de sortir tous les produits dérivés du nouvel épisode le même jour à l'échelle mondiale. 700 millions de dollars en 24 heures, c'est les résultats de cette opération. Alors oui, c'est impressionnant, mais ça relève surtout quelque chose de préoccupant. Les films sont créés pour vendre des jouets. On a eu plein de petits personnages comme Baby Yoda ou BB-8 qui ont été créés pour ça d'ailleurs. Ensuite, Disney crée quelque chose de génial qui peut aussi être considéré comme un problème, c'est la création de Galaxy Edge dans ses parcs. C'est un parc à thème entièrement dédié à Star Wars où tu peux piloter le Faucon Millennium, tu peux construire ton propre droïde, tu peux aussi te perdre dans une ville Star Wars reconstituée. L'expérience a l'air folle, mais ça coûte cher. Et même très très cher. Pour vivre ça, t'es obligé de dépenser des milliers d'euros et ça ferme l'univers aux fans. Ça va même créer une certaine fracture avec la communauté. Les fans qui peuvent se permettre de vivre ça vivent une expérience exceptionnelle et surtout exclusive, mais les autres regardent de loin. Si on revient sur la création de contenu de Star Wars, le problème c'est pas le contenu en lui-même. En réalité, chaque studio ou réalisateur peut faire des erreurs dans certains projets. Le problème, il est le même que pour Marvel. D'ailleurs, si t'as pas vu l'épisode sur Marvel, je t'invite à aller le voir parce qu'il y a de très bons retours, donc je pense que tu vas kiffer l'épisode. Entre 2015 et 2024, Disney sort plus de 17 contenus. Alors oui, ça reste moins que le MCU, mais ça reste énorme. Il fallait vraiment rentabiliser le rachat de Lucasfilm, et ça au détriment de la qualité. Les fans Star Wars, on sature. Certains épisodes sont excellents, mais beaucoup sont médiocres. Donc la confiance se brise, les fans commencent à être sélectifs. Les fans ne regardent plus tout, je ne regarde plus tout. J'ai pas regardé par exemple Skeleton Crew. Ils ne collectionnent plus, et ça c'est un signal pour Disney. Sa plus grande limite, c'est d'avoir optimisé Star Wars pour le profit au détriment de la création. Lucas avait créé Star Wars parce qu'il voulait le créer, parce qu'il avait une vision, même quand commercialement c'était risqué. Disney crée Star Wars parce que ça génère des revenus, et c'est une différence fondamentale. Quand tu crées par envie, tu oses, tu expérimentes et tu essayes des choses, et ça peut payer. Quand tu crées pour l'argent, tu copies simplement ce qui a été fait auparavant. C'est clairement l'exemple de l'épisode 7 avec l'épisode 4. C'est le même film, mais avec des personnages différents. Il faut bien comprendre quelque chose, les fans ne sont plus excités par le contenu, mais par le spectacle. Star Wars, c'est une leçon de marketing absolue. Un univers qui n'est pas vendu comme une simple histoire, mais comme une vraie appartenance. Lucas a compris que le vrai business, c'est l'univers et pas le cinéma. Et Disney a poussé ce modèle à l'extrême. Stratégie ultra structurée, merchandising massif,
et parcs immersifs. Mais en voulant tout contrôler, Disney a perdu l'âme créative de l'univers. Aujourd'hui, Star Wars est une machine corporate, mais on a vu du bon dans les derniers contenus, donc c'est qu'une transition. Parce que même si la machine Disney a étouffé la franchise, elle a aussi permis des choses incroyables. Andor, une série politique et tendue avec une vraie émotion, les jeux Jedi Survivor et Jedi Fallen Order, une vraie expérience immersive, et d'autres contenus encore comme Visions, la franchise qui expérimente encore. Tant qu'il y aura toujours des créateurs passionnés par Star Wars, l'univers ne va pas mourir, il va juste se réinventer. Cette vidéo sur Star Wars est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Enzo et on se retrouve pour un prochain épisode